Et puis bon, bien sûr, les JO, on le sait, on en a beaucoup parlé, les médias, évidemment, la sécurité. Et puis malheureusement, ce matin, on est obligé un petit peu d'en parler aussi, puisque on vous rappelle, chers auditeurs, que de graves perturbations ont lieu en ce moment sur les réseaux SNCF, acte de sabotage. On retrouve plutôt Antoine Boitel, un journaliste spécialisé dans les questions sécuritaires, auteur du livre Le Calvaire sécuritaire, ou comment les JO vont bouleverser durablement le quotidien des Français, aux éditions L'Observatoire. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors on commence évidemment avec cet acte de sabotage. Malheureusement, on en parlait de ces menaces. Je me souviens que vous avez reçu à l'époque pour votre livre. Elles étaient presque attendues, mais bon, c'est dommage, ça arrive. On savait que quelque chose allait être tenté. L'occasion était trop belle, malheureusement, pour les ennemis de la France de s'en prendre à cette vitrine de Paris, de la France. Ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé, mais on peut sécuriser 6 km de Seine pendant une inauguration. Ouais. C'est peut-être plus difficile, évidemment, de sécuriser tout le rail français le jour de la cérémonie. Il semblerait que les premiers éléments montrent que l'attaque était très coordonnée entre 4 et 5 heures du matin, avec des destructions qui interviennent à des endroits où les TGV se croisent, où il y a des sauts de moutons, comme on dit, etc. Donc, malheureusement, on voit que le pire est quand même toujours attendu. Et si... Bien sûr, on a dissuadé pour l'instant une attaque sur Paris avec un déploiement XXL de dispositifs de sécurité. On se rend compte que finalement, ça repousse peut-être le problème un petit peu plus loin. On peut noter au passage que si ça empêche de venir à la cérémonie aujourd'hui d'inauguration, ça peut aussi éventuellement empêcher les Parisiens de repartir de la capitale. Et oui, parce que c'est un gros jour de départ en vacances. C'est un sacré bazar quand même. Là, on a vu que l'Eurostar, Baptiste Morin nous expliquait que l'Eurostar était impliqué, était touché. Ça a des conséquences quand même importantes. Ça peut gâcher potentiellement la fête pour certains, en tout cas. Pour ceux qui voulaient venir à la cérémonie d'inauguration par le TGV ce matin, déjà, ça va être très compliqué. Pour ceux qui voudront repartir en TGV, même demain matin, puisque malheureusement, on dit qu'il va y avoir des perturbations pendant tout le week-end, ça va être encore plus compliqué. On attendait aussi une journée noire sur les routes autour de Paris. Oui. Imaginez tous les gens qui ne peuvent pas prendre le train et qui vont décider de monter dans leur monospace pour partir en vacances. Ils vont être tous sur les routes avec moi tout à l'heure. Antoine Boitel, vous parliez dans votre livre de toutes les menaces qui pouvaient venir. Alors on va pas gâcher la fête ici, c'est pas le but, parce que on est sûr que tout va bien se passer. Oui, exactement. Mais c'est vrai que là, les policiers sont sur les dents. Je pense que j'ai jamais vu autant de police dans Paris. Il y a des gyrophares partout. On a l'impression qu'il y a autant de policiers que de Parisiens. Comme quoi, on peut tout. On avait beaucoup pensé à l'histoire de est-ce que les rues seront sûres, est-ce qu'on arrivera à sécuriser le Champ de Mars, qui était quand même un cœur important de la machine. On se disait, regardez tous ces vendeurs sauvettes, où est-ce qu'ils vont aller, etc. Alors moi, je suis allé sur le dispositif le jour de la fermeture, le 18. Effectivement, il n'y avait plus un vendeur sauvette autour de la Tour Eiffel et du Champ de Mars. Donc, quand on où est-ce qu'ils sont ? Ils les ont déplacés ? Je sais qu'il y en a déjà qui sont déplacés vers le cœur de Paris, vers le nord, un petit peu plus au nord. En réalité, ils sont juste pas dans les dispositifs olympiques, mais bien sûr, leur activité ne va pas cesser. Les vendeurs de cigarettes à la sauvette battent leur plein comme toujours. Et puis les vendeurs de Tour Eiffel, là, il faudra qu'ils soient un petit peu patients, évidemment. Alors, vous m'avez envoyé d'ailleurs hier le dispositif de sécurité pour aujourd'hui. Alors, ça donne mal à la tête. J'avoue que j'ai renoncé. C'est incroyable. C'est pour les fonctionnaires, évidemment. Alors, c'est important pour eux, évidemment, de savoir où sera placé qui, quelle attitude avoir avec les personnes qui se trouveront aux abords du dispositif qu'il faudra filtrer. C'est ce qu'on attendait jusqu'à présent, c'est-à-dire le dispositif selon les couleurs, le code couleur, QR code autour de la Seine qu'on connaît bien dorénavant, le rouge, le gris, qui a le droit de circuler, qui n'a pas le droit de circuler, et puis les 45 000 policiers et gendarmes, les 20 000 effectifs de sécurité privée, les presque 20 000 militaires, 2000 policiers municipaux de Paris, on va pas les oublier. Et vous rajoutez à ça, Antoine Boitel, toutes les délégations étrangères qui ont amené leur propre service de sécurité. On a vu les Qataris en voiture blindée dans Paris. J'imagine que la délégation américaine aussi. Les Israéliens, n'en parlons pas, avec les athlètes qui sont un petit peu ciblés par certains propos. Oui. Alors moi, au moment où j'ai écrit mon livre, j'avais dans l'idée que les délégations étrangères, donc les forces de sécurité étrangères, protégeraient leur propre délégation. On
s'aperçoit quand même assez rapidement qu'en réalité, ils patrouillent dans les rues de Paris. Et ça fait partie de l'amitié entre les peuples. La France le fait aussi quand ils se déplacent à l'étranger. Ça reste encore normal. On m'a fait savoir dans certains services spécialisés toutefois qu'il fallait faire montre d'amitié avec les autres services spécialisés d'autres pays. Je pense notamment aux brigades cynophiles. Parfois, il a fallu pousser très fort pour que les formations soient presque accélérées pour avoir le plus d'effectifs possible dans certains services où on manquait un peu, où on pêchait un peu par là. Et on leur a dit, écoutez, vous allez aussi travailler avec des cynos, donc des policiers qui s'occupent des chiens étrangers. Et parfois dans certains services, alors je dis policiers, mais c'est pas forcément la police nationale, ça grasse un petit peu des dents. Voilà. Ah, c'est vrai. Bon, mais enfin, en tout cas, on est quand même content de les avoir. C'est vrai qu'on a vu des scènes surréalistes hier, par exemple avec le dîner du Louvre. Il y avait quoi, des goûteurs, mais on se croirait au temps de Cléopâtre. Quoi. Cléopâtre est venue apparemment, elle était dans son sarcophage, je crois. Ça c'est bien sûr, ça fait partie. Donc c'est le CIO qui organisait, mais ça fait partie des choses qu'on pouvait en attendre également, c'est-à-dire que il y aura forcément des tentatives de perturbation venues, d'ennemis des JO ou d'ennemis de délégations qui seraient présentes, puisque évidemment on sait qu'il y a des grandes guerres actuellement à travers le monde et particulièrement au bord de l'Europe. Et que empoisonner quelqu'un, ça signe, voilà. Oui, mais, on citait beaucoup de pays. Là, je voyais passer des urgences ce matin avec des attaques potentiellement iraniennes. Alors, il y a les Russes, évidemment. Ça peut venir un petit peu de partout. Ça vient du bloc Est qui se compose depuis déjà une décennie. C'est-à-dire, on pense principalement en termes occidental versus oriental dorénavant. Et certains ont choisi leur camp. Et malheureusement, il faut se préparer à ces attaques-là qui sont d'une autre ampleur probablement que celle de, par exemple, l'ultra-gauche, dont bien sûr les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive par rapport à l'ultra-gauche. Je pense principalement aux services de renseignement comme le renseignement territorial qui alerte depuis déjà 2 ans et qui est très en prise avec le problème. Mais bien sûr, c'est pas le même mode opératoire que lorsque c'est une grande puissance qui néanmoins, les services sont extrêmement efficaces. Il y a eu quand même déjà plusieurs arrestations, plusieurs attaques déjouées. Oui, alors ça, bien sûr, il y a eu même des choses qui sont passées un peu sous les radars. Alors évidemment, on peut parler de Saint-Étienne et de la Gironde. Donc Saint-Étienne, un jeune radicalisé tchétchène de mémoire ou du Caucase. Puis dans la Gironde, 2 interpellations. La DGSI a pas été très diserte sur la question, mais visiblement, on était quand même sur un passage à l'acte imminent. Et puis, il y a des choses qui sont passées un peu sous les radars, comme par exemple un Russe qui a été interpellé à Roissy en France, près de l'aéroport, il y a quelques semaines, qui s'était brûlé avec de l'acide, qui a atterri aux urgences avec des graves brûlures au visage, et donc manifestement il était en train de concocter une bombe, quoi. Mais le passage de la flamme s'est plutôt bien passé partout en France. Dont on peut. Alors ça, c'est un bon canari pour le coup de grisou, on va dire. C'est-à-dire que le canari a tenu bon, puisque quand on se souvient des JO de Londres, il y avait un accident tous les 4 jours en moyenne quatre accidents par jour en moyenne sur le trajet de la flamme. Là, les incidents, il y en a eu, évidemment. Il y a des gens qui essayent de pénétrer dans le dispositif, qui s'approchent trop des athlètes. On a vu tous les policiers qui étaient déployés autour. C'est un bon baromètre, ça, quand même. C'est un bon baromètre. Ça s'est bien, franchement, ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas eu d'accident notable. Il y a eu quelques dronistes qui ont été, mis en garde à vue, etc. Ça peut venir du ciel aussi, c'est sur les drones. Alors, c'est vrai que les avions n'ont même plus le droit de survoler Paris ce soir. Non, mais c'est vrai qu'on se sent. Moi, je le prends avant parce que. Mais non, on se sent quand même en sécurité. Alors, Gérald Darmanin, on le rappelle, qui est ministre démissionnaire, et remettra sa cravate quand même ce soir. La cravate, c'était quand même bien l'idée aussi de garder ce gouvernement. C'était surtout qu'il soit aux commandes pendant les JO. On va pas trop se voiler la face. Ça aurait été catastrophique de savoir que... il avait dit d'emblée que le ministère de l'Intérieur tiendrait bon, quel que soit le ministre qui serait en exercice pendant les JOP. Soit, on est quand même bien content que ce soit Gérald Darmanin qui travaille depuis plusieurs années sur le sujet, et notamment pour ces questions d'attaque du ciel, d'attaque souterraine, sous-marine, depuis les balcons terrestres. C'est-à-dire, on a envisagé tout. On a tout envisagé, on a fait une bulle sécuritaire, une sorte de fan zone de 6 km avec 12 km de quai. Et à partir de là, on dissuade beaucoup d'attaques potentielles. Mais n'empêche qu'on se posait la question il y a quelques mois de savoir si ça serait possible. Enfin, Emmanuel Macron il tenait à cette cérémonie en plein air. On y est, ça y est, on le fait. Et félicitations à eux, ça sera une très belle vitrine. J'en doute pas une seconde, cette cérémonie a l'air magnifique. Toutefois, moi,
un des objets de mon livre, c'est de nous poser la question, est-ce qu'on avait quand même besoin de faire les JO dans Paris, dans cette ville ancienne, difficile à sécuriser, populeuse? Est-ce qu'il fallait pas être un petit peu plus raisonnable? Non. L'impossible n'est pas français, raisonnable n'est peut-être pas tellement français non plus. Non. Mais on a envie d'être optimiste, on y est, là, on a sauté, ça y est, il faut y aller maintenant. Qui commence déjà à mettre des tatanes derrière la tête. Merci Antoine Boitel, je rappelle le nom de votre ouvrage, le Calvaire sécuritaire, aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être passé nous voir dans le studio d'Europe 1. On va évidemment continuer à parler des JO. On va recevoir un athlète dans quelques instants, un ancien justement champion des Jeux Olympiques, Pascal Gentil, qui va venir nous voir dans ce studio aussi. À tout à l'heure.